Cela concerne aujourd'hui un grand nombre de villes et de métropoles en France. Et puis, on connaît aussi tous des projets un peu emblématiques, tels qu'à Paris, les grands voisins. Et on voit que dans ces grandes métropoles que sont Paris, aussi Bruxelles, qui est pas loin de chez nous, on voit déjà qu'il y a une certaine expérience de ces projets et un certain accompagnement aujourd'hui qui se formalise pour accompagner le développement de ces projets d'urbanisme transitoire. Alors, il est vrai que l'urbanisme transitoire répond à un grand nombre d'enjeux actuels, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient sociétaux, qu'ils soient économiques, et qu'il porte l'idée, voire même le projet, d'une ville plus résiliente et plus inclusive. Ce mode de faire ou ces projets sortent des cadres classiques de l'aménagement et de l'urbanisme et proposent aussi une autre manière de faire la ville et de créer du lien. Alors, l'objectif de l'agence d'investir ce sujet, c'était un moment de pouvoir rendre compte sur la métropole lilloise de l'ensemble de ces projets. Et dans ce cadre-là, l'agence a sorti une étude, là, ce mois-ci, qui va vous être présentée ensuite, qui est le fruit d'un projet partenarial, puisqu'il s'agit d'un recueil de paroles d'acteurs du territoire de la métropole lilloise, directement impliqués dans la mise en œuvre des projets temporaires. Le parti pris qui a été pris justement et qui nous intéressait, était de comprendre vraiment quels étaient les leviers et les freins en termes opérationnels dans la mise en œuvre de ces projets temporaires et de comprendre également quelles étaient ces contraintes. Un des autres objectifs était de donner de la visibilité à ces projets et ces changements qui sont aujourd'hui à l'œuvre et de mettre en valeur à la fois donc les projets et les personnes qui les encadrent. Alors, je remercie au nom de toute l'agence aussi tous les partenaires personnes en responsabilité ou directement impliqués personnellement et opérationnellement dans cette démarche, pour nous avoir donné donc du temps, nous avoir permis de partager leur expérience et nous apporter aujourd'hui une vision globale sur ces projets au sein de la métropole lilloise. Alors, je ne vais pas les citer, vous les retrouverez dans la présentation que va faire Juliane, vous les retrouverez également dans l'étude que vous pouvez avoir accès sur le site internet de l'agence. Alors, le format des rencontres et le petit programme. Le format des rencontres, c'est simple, c'est un format un peu standard où on prend un premier temps pour présenter les études de l'agence et ensuite on prend un deuxième temps pour échanger avec des acteurs et des experts qui sont en lien avec cette thématique. Donc, le programme de la matinée, je laisserai donc la parole dans un premier temps à Juliane Schulz, qui est à mes côtés, qui va aussi être à mes côtés pour animer et ce débat qui va avoir lieu ce matin. Donc, une première présentation sur l'étude d'urbanisme transitoire, parole d'acteur et retour d'expérience de la métropole lilloise, donc par Juliane Schulz et étude qui a été coécrite avec Jérémy Auffrère. Un deuxième temps, une table ronde avec 3 acteurs qui nous ont fait le plaisir de venir ce matin continuer un peu les échanges sur ce sujet. Et enfin, un temps d'échange où on reprendra les questions, donc les questions que vous pouvez notamment poser sur le chat et on reprendra certaines tout à la fin pour pouvoir poursuivre le débat. Donc, je vous remercie en tout cas tous d'être là et je passe la parole à Juliane pour la présentation de cette étude. Bonjour à tous. J'ai alors le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre étude l'urbanisme transitoire, parole d'acteur. Pardon? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut nous faire signe? Merci beaucoup. Alors, je vous présenterai là maintenant notre étude l'urbanisme transitoire, parole d'acteur et retour d'expérience de la métropole lilloise. Une étude qui j'ai menée, comme déjà évoqué, avec mon ancien collègue Jérémy Auffrère, sous la direction d'Annabelle Mas. Dans ma présentation, je vais vous expliquer brièvement de quoi on parle quand on dit l'urbanisme transitoire. Et puis, je vous présenterai les objectifs et l'approche de notre étude pour finir avec une petite synthèse sur ce que révèle ce retour d'expérience. L'urbanisme transitoire L'urbanisme transitoire est une notion qui est apparue il y a quelques années quelque part au croisement d'autres concepts comme l'urbanisme tactique, l'urbanisme alternatif ou plus récemment l'urbanisme solidaire. Pour nous, l'urbanisme transitoire englobe tous les projets qui investissent des lieux vacants de façon provisoire, encadrée et à moindre coût.
C'est-à-dire ces projets temporaires se font dans une configuration où le propriétaire et l'usager se mettent d'accord sur la durée limitée de l'usage tout au début du processus. Et souvent, cette mise à disposition du site se fait auprès des charges ou pour une loyer assez faible par rapport au prix du marché. Donc, tout cela se passe quelque part dans une niche économique. Même si on parle des projets temporaires, il est important à souligner que ces initiatives peuvent prendre des trajectoires assez différentes. Ils peuvent rester éphémères, comme c'était le cas de la boutique éphémère mise en place au sein de la démarche en plein centre à Tourcoing. Ils peuvent se pérenniser, comme c'est le cas du jardin partagé de la ferme saculaire du Trichon à Roubaix, mais ils peuvent également déménager et poursuivre leur vie de cette manière, comme c'était le cas du food court qui était installé au départ sur la friche gourmande de Fifcaille et qui se trouve aujourd'hui à Macombarol. Pourquoi s'intéresser à ce mode de faire? Il s'agit souvent des lieux d'expérimentation qui sont très vertueux au regard des enjeux sociétaux d'aujourd'hui, comme par exemple la transition écologique, le développement d'une économie sociale et solidaire, la création des communs urbains ou tout simplement, il s'agit d'un levier très intéressant pour réactiver des espaces vacants. Dans notre étude, une approche renouvelée des lieux vacants de la métropole lilloise, nous avons pu constater qu'il faudrait au moins 80 ans pour résorber la vacance métropolitaine avec un rythme de renouvellement urbain similaire à aujourd'hui, ce qui montre qu'il y a vraiment un enjeu très, très important d'employer des stratégies alternatives pour résorber cette vacance. Cet recensement non exhaustif montre que l'urbanisme transitoire est déjà un phénomène qui s'installe de plus en plus sur la métropole. Ces dernières années, au moins 30 initiatives ont émergé sur la métropole lilloise avec une grande diversité d'usages sur plusieurs types d'espaces vacants, donc aussi bien dans le bâti que dans le non-bâti et dans des situations urbaines variées. L'objectif de notre étude était alors de vraiment donner la parole aux acteurs qui sont impliqués en première ligne dans ces projets temporaires pour donner une visibilité aux pratiques de l'urbanisme transitoire sur la métropole, pour organiser un vrai retour d'expérience avec des acteurs concernés et pour mieux comprendre le montage de ce type de projet et pour faire remonter des problématiques opérationnelles. Qui sont les acteurs interviewés? Nous avons interrogé du côté des occupants, des usagers, notamment des acteurs associatifs, culturels, d'économie sociale et solidaire et des entrepreneurs tout court. Du côté des propriétaires, nous avons parlé avec l'EPF Nord-Pas-de-Calais, mais aussi avec l'ensemble des aménageurs publics présents sur le territoire, parce qu'ils sont tous déjà aussi investis dans cette approche. Et nous avons interviewé du côté des collectivités, notamment la métropole européenne de Lille, la ville de Lille et la ville de Roubaix. La publication qui est le fruit de ce travail partenarial contient alors ces 12 conversations dans leur intégralité, une synthèse rédigée de notre part, la cartographie que je viens de montrer, complétée avec une liste d'une trentaine de projets temporaires recensés, et 17 fiches d'identité pour des projets qui ont fait objet plus spécifiquement des entretiens. Qu'est-ce que révèle alors ce retour d'expérience qui était basé sur deux questions principales? Pourquoi et comment mettre en œuvre des occupations temporaires, avec quels freins et quels leviers?
Pour les acteurs publics, nous avons pu constater qu'il y a une prise de conscience collective sur l'importance de prendre en compte les différents temps des mutations urbaines. Notamment le temps entre la déconstruction et la reconstruction d'un site est vu désormais comme une période très propice à l'innovation ou au test des nouveaux usages. Et à l'échelle du quartier, il semble très important de casser le moins possible les dynamiques d'un territoire ou les liens sociaux lors d'une opération de réhabilitation. La motivation des occupants n'est pas tout à fait la même. Pour eux, l'occupation temporaire est certes un moyen, mais c'est pas le but en soi. Pour toutes sortes d'usages qui ont une faible lucrativité ou un but non lucratif, l'occupation temporaire est un moyen de s'installer dans un lieu à moindre coût et de se lancer dans son projet avec un investissement assez faible. Par contre, le projet des occupants, c'est plutôt de nature professionnelle, associative, culturelle, ou les trois à la fois. C'est pas de revitaliser un lieu vacant. Donc, il s'agit avant tout d'une aventure humaine qui intègre plus ou moins bien la précarité qui fait partie d'un usage temporaire. Le premier défi de l'urbanisme transitoire est alors de créer un cadre de confiance du côté des propriétaires et des institutions. Il y a toujours la question de la gestion du risque, la peur que les gens ne veulent plus partir à la fin. Donc, c'est là où émerge quelque part cette rôle de garant, un tiers de confiance qui peut assurer aussi bien les propriétaires que les institutions qu'une occupation temporaire va bien se dérouler et se terminer, ou qui est même en mesure de proposer d'autres lieux aux occupants. Le deuxième grand défi de l'urbanisme transitoire est de trouver la bonne équation entre les aspects techniques, financiers et réglementaires, tout en prenant en compte la durée assez limitée du projet. Il s'agit vraiment d'arriver à remettre en usage un site avec des coûts qui correspondent à une durée qui est parfois que de quelques mois ou de quelques années. Il est donc indispensable de maîtriser certaines compétences techniques, par exemple pour juger l'état d'un site et des installations, pour identifier des potentiels d'un lieu en lien avec les mesures de remise aux normes, ou de savoir co-construire et animer le projet. Souvent, sont privilégiées les structures autonomes en forme des cabanes, des food trucks ou des bacs potagers, parce qu'ils sont plus facilement à mettre en œuvre ou à mettre en place en accord avec le cadre réglementaire. Pour mettre en œuvre une occupation temporaire, il est aussi très important de maîtriser les outils et les réglementations qui sont bien spécifiques à ce type de projet. Il s'agit vraiment pas toujours les mêmes règles qui concernent des projets immobiliers ou des projets d'aménagement pérennes. Par exemple, il est très utile à savoir à quel moment il faut plutôt formaliser une occupation temporaire à travers d'une autorisation d'occupation temporaire ou d'un prêt à usage ou d'un bail commercial dérogatoire. Tout dépend si on est sur le domaine public, sur le domaine privé, s'il s'agit d'un usage commercial ou pas. Notre petite trouvaille de notre étude, c'est que ça peut être très utile de connaître l'article GN6 si on veut organiser un événement dans un lieu qui n'est pas forcément tout à fait bien équipé et on a besoin d'une autorisation de la mairie. Sur l'aspect juridique, il semble aussi important d'appliquer toutes ces règles de manière appropriée avec une certaine souplesse et de les porter à connaissance. Donc là, les collectivités ont
probablement un rôle vraiment important à jouer s'ils veulent accompagner, faciliter des occupations temporaires. Bien sûr, les financements peuvent aussi être un frein, comme toujours. Même s'il s'agit des budgets assez petits qui sont nécessaires pour mettre en œuvre une occupation temporaire, il faut néanmoins couvrir les investissements indispensables, les coûts de fonctionnement, de gestion et d'animation. Et là, les retours des acteurs étaient très intéressants également parce qu'on a bien vu que d'un côté, ils ont tous réussi à trouver des budgets ou des moyens pour financer tout cela, mais ça reste un vrai souci pour les porteurs de projets au quotidien. Et beaucoup de projets étaient possibles seulement parce qu'il y avait un engagement de certaines personnes dans les différentes structures ou parce que les occupants ont travaillé de manière bénévole. Donc, il y a quand même la question si des budgets dédiés à l'urbanisation transitoire doivent être créés et quel type de projets ou usages doivent pouvoir en profiter. En résumé, on peut constater qu'il y a toute une série de compétences assez spécifiques aux projets temporaires qui sont émergées. Ça va de la mise en relation entre propriétaires et occupants, en passant par le montage de projets, jusqu'aux aides à la relocalisation. Pardon. Sur la métropole lilloise, il y a des nouveaux acteurs qui sont spécialisés souvent sur une partie de ces tâches, comme par exemple les Saprofit qui sont experts de la conception et de la co-construction des aménagements provisoires dans une approche très participative. En même temps, il y a l'initiative des grandes vacances qui essaie de mettre en réseau tous ces experts pour couvrir peut-être un jour toute la chaîne en s'inspirant du plateau urbain qui sait déjà le faire depuis quelques années en région parisienne, mais aussi partout en France et bientôt aussi chez nous. Donc, si d'un côté, il y a la figure du facilitateur urbain qui apparaît, aussi bien sur la métropole qu'ailleurs, nous avons pu constater que les acteurs classiques de l'aménagement s'adaptent également et élargissent leurs compétences. Donc, ils intègrent l'approche de l'urbanisme transitoire dans leurs tâches, souvent partiellement, mais quand même. Et ce qui explique que dans les projets temporaires que nous avons analysés, il y a des jeux d'acteurs multiples, plus ou moins complexes, qui se sont créés. On peut, par exemple, la configuration du projet Hirondelle est assez simple, avec un propriétaire, un occupant qui est à la fois capable de prendre en charge pas mal des compétences d'un facilitateur. Et une collectivité qui a soutenu ce projet de manière symbolique et de manière symbolique et en l'autorisant, mais sans s'investir plus. Et de l'autre côté, on peut voir qu'il y a des configurations bien complexes, comme c'était le cas pour le projet de l'avant-goût qui s'est fait au sein du projet FIF-CAI, où sont présents tous les différents acteurs, un aménageur, des facilitateurs, la commune, les citoyens. Donc, on est sur quelque chose de bien plus complexe. Nous avons pu constater également que souvent, il y a vraiment une articulation entre usage temporaire et projet pérenne en termes de la programmation. Le cours Cinsault, par exemple, c'est inscrit dès le départ dans la stratégie d'activation du projet Saint-Sauveur. Donc, il s'agit vraiment une brique qui était définie au départ pour développer cette friche de manière intentionnée et bien maîtrisée. Et par contre, l'exemple de la friche de la ferme du Trichon est bien différent parce que dans ce cas-là,
Le projet, comme il est aujourd'hui, c'est construit vraiment petit à petit à partir d'un petit jardin partagé qui était mis en place par une initiative citoyenne. Et aujourd'hui, il s'agit d'un projet bien plus large qu'à l'époque. Donc, on est dans des logiques un peu différentes et le rôle de l'occupant n'est pas le même également. Pour résumer, on peut dire que notre retour d'expérience montre qu'il y a différentes façons de faire de l'urbanisme transitoire sur notre territoire, par des projets qui sont plus ou moins indépendants de l'intervention publique, plus ou moins contrôlés par les acteurs institutionnels, plus ou moins générateurs d'une programmation active et itérative, plus ou moins propice à l'émergence d'une dynamique collective ou citoyenne et plus ou moins support d'expérimentation et d'innovation sociale. Je pense aujourd'hui, la question quelle manière de faire l'urbanisme transitoire est le plus vertueux est encore ouverte. Il y a encore un débat à mener. Et l'aspect que nous voudrons interroger plus spécifiquement aujourd'hui dans la table ronde, c'est le rôle de l'expérimentation. Et avec ça, je passe la parole à Annabelle Mas. Merci. Alors merci Juliane donc pour la présentation. Donc là Juliane qui vient de vous faire une synthèse de l'étude. Hein, bien sûr dans l'étude vous retrouverez aussi toutes les discussions dans le détail avec les différents intervenants. Donc avant de passer à la table ronde, je vous propose de faire un petit point d'actualité, notamment sur l'actualité de la métropole lilloise, en demandant à Claire Aubray qu'on a convié ce matin justement pour ce petit point. Donc Claire Aubray qui est chargée de mission développement économique et emploi à la MEL, sur la mission NPNRU, et en pilotage d'une mission transversale à la MEL sur l'urbanisme transitoire. Donc il me semblait aussi intéressant de continuer à suivre ce point d'actualité sur la métropole lilloise. Donc Claire, je te laisse prendre la parole pour nous expliquer ce qui se prépare. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Donc, au sein de la métropole européenne de Lille, on est à l'écoute du territoire et on se rendait bien compte que l'urbanisme transitoire était une nouvelle manière d'agir et d'investir le territoire. La MEL, comme vous le savez, est propriétaire d'un certain nombre de biens de typologies très diverses et variées, aussi bien des petites maisons que des grandes friches industrielles, que des terrains vagues. Et voilà. Et notre patrimoine augmente d'année en année. Et le constat que l'on fait, c'est qu'on n'est pas à l'heure actuelle outillé pour mettre en place des projets d'urbanisme transitoire. C'est pourquoi donc, on a lancé un marché qui a démarré depuis le mois de janvier pour être accompagné pendant 2 ans, pour nous outiller et nous permettre de définir une méthodologie d'intervention pour permettre la mise en occupation temporaire de biens dont on est propriétaire. Donc on est accompagné par des acteurs, Juliane a déjà parlé, mais donc par un groupement qui est piloté par Plateau Urbain, où sont associés les Saprofit, Coporteurs, Solev et différents autres partenaires qui gravitent autour. L'idée, c'est vraiment pendant 2 ans, donc là on a repéré, les techniciens ont repéré une dizaine de sites. Ces 10 sites vont être passés à la moulinette. On va les analyser, savoir quelles sont leurs potentialités en matière d'urbanisme transitoire. Et on va expérimenter sur 3 sites vraiment la mise en occupation. Donc, on se dit que c'est vraiment de mettre les mains dans le cambouis qu'on arrivera à définir et à s'organiser et à définir les bons outils pour être performant par la suite. Et pourquoi pas, si les élus sont intéressés et volontaires suite à ces expérimentations, définir une stratégie métropolitaine en la matière. Voilà, donc on verra au bout de ces 2 ans d'expérimentation comment ça se passe. D'accord, donc c'est un premier temps. Donc en termes de calendrier, peut-être d'ici la fin de l'année, déjà des éléments sur le choix des sites potentiels pour développer ce projet. C'est ça. Ben, merci beaucoup Claire, d'être venue ce matin nous faire ce point d'actualité et puis on suivra et on essaiera de faire justement le report de ce projet. Et on voit effectivement que l'urbanisme transitoire, ou en tout cas les projets temporaires, déclenchent aussi des nouvelles pratiques qui se diffusent vraiment dans tout type de structure. Alors, on va passer justement sur cette exploration pour rendre compte un peu de cette exploration de ces différents types de projets. On va passer maintenant au moment de la table ronde, donc qui va être animée avec Juliane, que vous allez voir bientôt à l'écran.
Alors, l'accroche de cette table ronde porte aujourd'hui sur l'expérimentation. En fait, il y a énormément de manières d'approcher le sujet. Aujourd'hui, on a voulu aborder ce sujet de l'expérimentation pour voir en quoi les projets temporaires ou transitoires font émerger des solutions alternatives, des solutions qui sortent un peu des créneaux habituels, de voir de quel type d'expérimentation il s'agit, et puis aussi de bien comprendre aujourd'hui quelles sont les limites à leur développement. Donc là, je vais laisser dans un premier temps la parole à Juliane, et également à Victor Lage de l'agence O Architecture. Donc, on va peut-être vous présenter aussi les trois intervenants. Alors, trois intervenants qui vont venir sur la table ronde. Excusez-moi, je reprends dans l'ordre. Donc, il y aura Victor Lage de l'agence O Architecture. Il y aura Vanessa Bécu de la SPLA Fabrique des Quartiers. Et donc, Guillaume Lemoine, que vous voyez à l'écran, pour l'EPF Nord-Pas-de-Calais. Ah non, mais c'est très bien, Guillaume. Le but, effectivement, que l'ensemble des participants, comme on n'a pas pu être en présentiel ce matin, que l'ensemble des participants à la table ronde puissent allumer leur caméra, comme ça donnera un semblant d'être ensemble aujourd'hui autour de la table. Donc, je laisse la parole à Victor Lage et puis à Juliane. Alors, je ne sais pas, Victor, si tu peux allumer ta caméra et ton micro pour qu'on puisse échanger. J'invite également Vanessa, exactement. Bonjour Vanessa. Et Victor, je ne sais pas s'il nous entend. Eh bien, c'est pas grave, on va changer l'ordre en attendant que Victor puisse bien se connecter pour l'interview. On va plutôt commencer avec toi, Vanessa. Donc, je fais juste une petite présentation pour permettre à chacun. Depuis quand? Je ne sais pas. Moi, j'espère que vous nous entendez. Alors, je ne sais pas depuis quand vous nous avez. Depuis quand? Alors, le son est coupé. Donc, je reprends. Est-ce que vous avez entendu qui allait participer à cette table ronde? Oui, ça c'est fait. Donc, je reprends avec Vanessa. Donc, Vanessa, tu es responsable de programme à la SPLA Fabrique des Quartiers. Alors, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, ou les quelques personnes qui ne connaissent pas, à mon avis, la Fabrique des Quartiers, il s'agit d'un outil d'aménagement métropolitain dont la vocation est de requalifier, revitaliser des quartiers d'habitat anciens dégradés sur la métropole. Donc, ça comprend à la fois de la réhabilitation de logements, mais également du développement d'activités de proximité. C'est bien ça? Donc, ce qui est spécifique à la Fabrique des Quartiers, on le verra dans notre échange, c'est vraiment ce travail de dentelle urbaine, puisque vous travaillez à l'échelle du bâtiment, à l'échelle de l'îlot, mais aussi en très forte proximité avec les habitants. Donc, la question en fait qu'on voulait te poser justement, si au travers de ces occupations temporaires, notamment les cellules commerciales du centre-ville de Tourcoing, notamment les interventions dans le quartier du Pile à Roubaix, en quoi il s'agit d'expérimentation en fait? Les actions que vous portez sur ces lieux-là. Oui, alors je vais parler plus particulièrement de Tourcoing Centre-Ville et on peut parler d'expérimentation dans le sens où c'était un travail qui n'était pas prévu initialement dans la concession, c'est-à-dire il n'y avait pas une ligne bilan dédiée pour cette intervention. Maintenant, c'est quelque chose qu'on a très vite vu comme indispensable parce qu'elle permet de déstigmatiser rapidement la vacance. C'est vrai que c'est le fil conducteur c'est la motivation première de notre action en termes de gestion transitoire, c'est vraiment qualifier ce temps qui peut paraître, qui peut paraître long et qui est long pour les habitants. Et donc, ça nous permet d'avoir une action ça nous permet de qualifier ce temps. À défaut de pouvoir le réduire parfois, on peut au moins réussir à le qualifier. Et là, au travers du centre-ville de Tourcoing, de la concession de Tourcoing Centre-Ville, on a pu, au travers de la vacance commerciale, avoir plusieurs types d'animations. Et donc, on a appelé ce dispositif En plein centre, qui a permis d'animer des vitrines, d'animer des commerces vacants depuis plusieurs années. Donc, en fait, il y a eu deux dispositifs dans le dispositif, on va dire. Il y en a eu un qui concerne des vitrines animées sur lequel on a travaillé avec des acteurs locaux, type École supérieure d'art appliqué, l'école du Frénois, un collectif d'audiovisuels qui ont pu animer la vitrine sur un temps donné, ce qui a permis de lever le volet roulant,
de donner directement notre action visible pour les commerçants alentours, ce qui est quand même, c'était vraiment l'enjeu premier, de très vite déstigmatiser la vacance dans le centre-ville et de ne pas attendre justement que les travaux de réhabilitation démarrent et se terminent pour lever ces rideaux. Et le deuxième dispositif dans le dispositif, c'est la boutique éphémère, où là, on a permis, au travers de baux dérogatoires, l'implantation de commerces pour souvent s'essayer. C'est des commerçants, enfin, c'est des activités qui n'avaient pas de commerce en dur et qui, là, ont pu s'essayer sur un temps donné sur l'activité commerciale. Avec aussi dans l'idée pour nous de développer notre réseau et pouvoir les accueillir dans des commerces futurs réhabilités par la Fabrique des quartiers dans le centre-ville. Donc, vous voyez dans ces projets une réponse à des problématiques justement récurrentes de réhabilitation d'immeubles ou de requalification de quartier. Et la question qu'on se posait, c'est justement quelles sont aujourd'hui les limites et quelles limites vous avez perçues en fait dans cette expérimentation? Alors, pour nous, la gestion transitoire, c'est vraiment améliorer le plus rapidement possible le cadre de vie des habitants, en ce que j'ai expliqué avant, en diminuant la stigmatisation qui peut parfois être due à notre action, ce temps qui est vraiment extrêmement long et dur pour les habitants, pour les commerçants de l'acquisition au projet. Et là où on voit les limites, c'est qu'on travaille sur des objets très petits, dans le diffus. Alors là, Tourcoing Centre-Ville, quelque part, ça a été une aubaine, parce que c'est vrai que la question commerciale est beaucoup plus simple à traiter quand même. Quand on est sur d'autres programmes et on est sur des maisons dégradées, c'est plus compliqué d'avoir une action de gestion transitoire, mais c'est des choses qu'on va essayer de développer à l'avenir et sur lesquelles on réfléchit. Pour, par exemple, pourquoi pas travailler sur de l'hébergement d'urgence. Enfin, en fait, il y a encore plein de choses, mais c'est surtout le prétexte pour développer un tissu d'animateurs locaux et créer un dynamisme avec les habitants pour fédérer autour du projet, en fait. Alors, c'est vrai que c'est plus facile sur des terrains qui sont démolis, qui sont nus, que sur les maisons dégradées qu'on peut avoir dans nos concessions. Mais on voit quand même aujourd'hui que dans les nouvelles concessions, type les NPNRU qui arrivent, on a quand même la question commerciale qui est là sur plusieurs sites. D'accord. Et quelles sont aujourd'hui justement les perspectives? Parce qu'on comprend bien que c'est un nouvel outil aussi pour vous, mais quelles sont les perspectives aujourd'hui en termes de projet temporaire à la SPLA Fabrique des quartiers? Eh ben, les perspectives pour la Fabrique des quartiers, c'est justement dans les nouvelles concessions, les NPNRU lillois et roubaisiens, où là, la gestion transitoire est vraiment partagée par tous les acteurs et inscrite dans les bilans, ce qui est quand même nouveau pour cette question. Là, il y a vraiment une ligne identifiée avec toute une réflexion en amont du démarrage de la concession qui est déjà en train de se travailler. Donc, on va pouvoir se mobiliser et puis surtout avoir le budget qui va bien pour pouvoir mobiliser le nombre de personnes référentes à ces actions. D'accord. Une vraie intégration du temporaire dans l'opérationnel. Voilà. Je te remercie, Vanessa. On va poursuivre aussi avec en entamant une autre discussion. Donc surtout reste connecté. Peut-être Victor Lâche, s'il est présent, ou alors voilà, bonjour. Ouais. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc je laisse la parole à Juliane. Oui, bonjour. Victor Lâche, vous êtes architecte, co-gérant de l'agence O Architecture, mais vous vous êtes lancé aussi avec vos deux associés, Benjamin Fréchet et Julien Hou, dans le brassage, dans la production du bière, et vous avez ouvert un lieu éphémère pour le vendre. L'Hirondelle a pris place pendant 18 mois dans un ancien garage du côté du Parc Lebas à Lille, avec beaucoup de succès, mais malheureusement cette expérience a été stoppée pendant la crise sanitaire. En quoi le temps limité de cette occupation vous a permis d'agir différemment d'un projet immobilier développé dans un contexte habituel et que vous connaissez par ailleurs dans le cadre de votre agence? Oui, en fait, oui, effectivement, on cherchait un lieu pour distribuer les bières. Étant architecte, on avait
On est en relation avec différents promoteurs, hein. Le propriétaire de UCAR, le lieu qu'on a réouvert appartenait à un promoteur privé. L'idée, c'était, effectivement, ce qui nous a permis, et dans un temps très, très extrêmement réduit, c'est que c'était un deal avec le promoteur, d'avoir le lieu pour très peu cher, ce qui nous a permis d'avoir un minimum d'investissement pour pouvoir s'installer dedans. Et nous, un petit peu, le maître mot un petit peu de tout ce qu'on peut faire, c'est l'agilité et la souplesse. En fait, ça laisse aussi beaucoup de place à l'expérience. C'est un petit problème de connexion. Je pense que la fin de la phrase, c'est ça laisse place à l'expérimentation. Est-ce que la connexion va revenir? Voilà, vous me réentendez? Oui, c'est bon. Voilà. Plutôt que, oui, effectivement, de faire une étude, on va dire, classique d'architecture qui peut mettre 2-3 ans à se monter, finalement, là, on a pu aller extrêmement vite. Et plutôt que de réfléchir et de faire, on a fait, puis réfléchi en même temps, du coup, avec une très grande agilité, de laisser une grande place à l'expérimentation et à tester sur place directement. Ok. Et qu'est-ce que vous direz, en quoi votre expertise initiale en tant qu'architecte a facilité la réalisation de ce projet? Alors effectivement, il y a un intérêt dans la démarche d'être architecte, puisque... Alors, on a encore perdu la connexion. Est-ce que ça revient? Voilà, c'est revenu? Oui, ça y est, c'est revenu. Voilà. Donc, effectivement, notre métier d'architecte nous permet d'être assez efficace dans toutes les démarches, notamment administratives. Ah ben, je suis désolée de ce problème de connexion qui nous empêche d'avoir... Voilà. Donc, on a ouvert un lieu qui faisait de plus de 1400 mètres carrés. Effectivement, on a pu très, très vite, en 2 mois, faire les autorisations administratives, faire les travaux qui allaient bien dans le sens de la réglementation sanitaire, d'établissements recevant du public, etc. On parle d'une connexion éphémère. Non, oui, la connexion est éphémère, donc il faut calibrer les temps des questions, les temps des réponses. Est-ce qu'il y a une dernière... Oui, voilà. Bon, comme déjà évoqué, l'aventure des hirondelles s'est terminée en automne dernier. En revanche, entre-temps, vous êtes déménagé avec votre agence d'architecture dans un nouveau lieu dans le Vieux-Lille. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce nouveau projet? Dans quelle configuration ça se fait et avec quelle perspective? Alors effectivement, on a été chercher, l'association Habitat Humanisme qui venait d'acquérir un ancien collège internat, l'Institut Sainte-Marie, rue Maracci dans le Vieux-Lille, est venu nous chercher à l'Hirondelle puisqu'il venait d'acquérir justement ce lieu et il trouvait l'idée intéressante de faire vivre le lieu en attendant de faire des études, puisque c'est aussi une école qui va être transformée, un projet est en cours dessus. Enfin, il y a un futur appel d'offres qui va ressortir. Et donc, ils sont venus nous chercher pour mettre une hirondelle, pour faire vivre. Alors, une hirondelle un peu adaptée, évidemment, parce qu'on n'est pas du tout dans le même lieu. Et nous, il ne s'agit pas de reproduire un produit. Voilà, l'hirondelle, ce n'est pas un concept, hein. Nous, on est avant tout architecte. On souhaite s'adapter au lieu et pas adapter un concept à un lieu, finalement. Donc, ça sera un concept un peu différent. Au cœur du Vieux-Lille, voilà. Et finalement, l'agence d'architecture était aussi hébergée dans un lieu transitoire, puisqu'on était dans les anciens locaux de GRDF, à côté des anciens locaux des Eaux du Nord, boulevard de la Liberté. Et finalement, là, depuis juillet, on a installé l'agence donc sur un plateau. Et dès qu'on peut, l'Hirondelle ouvrira ses portes aussi dès qu'on pourra, par rapport à la crise sanitaire. Donc, ça fait bien partie même de votre culture personnelle ou la manière dont vous abordez aussi les projets, quoi, de manière itérative, toujours évolutive. Ouais, c'est quelque chose qui nous intéresse bien, ouais. Okay. Merci. Merci beaucoup. Donc, on passe
à Guillaume Lemoine de l'EPF. Voilà. Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume Lemoine, vous êtes référent biodiversité et ingénierie écologique dans le service stratégie et partenariat de l'EPF Nord-Pas-de-Calais. C'est un long titre. L'EPF agit depuis 30 ans aux côtés des collectivités du territoire pour recycler du foncier. Pour faire en sorte que des sites en attente ne soient pas des non-lieux, la structure met en place de plus en plus régulièrement des usages temporaires. Du préverdissement jusqu'à la réalisation d'un boisement éphémère et la production de biomasse. Pouvez-vous nous expliquer brièvement comment vous utilisez ce temps de portage comme un temps de recherche et de développement, notamment pour la nature temporaire? Eh ben, merci, je vais vous expliquer tout ça. Est-ce que vous avez moyen de mettre la première diapo qui va vous montrer un petit peu quelle est la situation des terrains que nous rendions après notre intervention. Donc, on intervient à la demande des collectivités, comme vous l'avez dit, on achète, on déconstruit et on rend le terrain pour qu'il y ait un réusage, le renouvellement urbain. Sauf que on s'est rendu compte que le temps de portage est un temps qui s'allonge et que les dynamiques végétales sur ces terrains s'expriment. Et on s'est rendu compte qu'on était face à une situation insatisfaisante, c'est-à-dire que sur ces sols, sur ces technosols, se développent des végétations rudérales, des chardons, des orties, se développent des buddleias, des espèces exotiques envahissantes, des espèces ligneuses, des espèces allergènes, voire de temps en temps des espèces protégées. Et tout ça, ça entraîne des coûts de gestion importants pour la collectivité, l'EPF ou la collectivité. Une situation un petit peu anxiogène quand vous avez des arbres, donc vous pouvez avoir des trafics, de la prostitution, des dépôts qu'on ne voit pas parce qu'ils sont masqués. Si jamais on a donc des espèces allergènes, et des gènes sanitaires. Vous avez vu ces champs de cailloux aussi, ce sont des espaces qui vont se réchauffer facilement, donc on va participer malgré nous à l'effet de chaleur dans les îlots urbains. Donc cette somme de situations insatisfaisantes nous ont pas obligés à réfléchir et on a imaginé de couvrir les sols. Donc la première réponse à nos usages temporaires, c'est d'abord répondre à une contrainte. Donc couvrir ces sols et on s'est dit tiens, donc pendant plusieurs années on a expérimenté les meilleurs mélanges qui étaient capables de pousser sur ces champs de cailloux, ces champs de bricaillons et de béton concassé. On a trouvé, je l'espère, le mélange idéal qui est facile de reprise et pas très coûteux. Et donc on a développé ces prairies fleuries. Alors l'avantage c'est de donner une image au quartier, c'est-à-dire que le temps d'attente c'est jamais un joli temps quand c'est buddleia qui s'installe, et donc ça redonne de l'attractivité, ça rend, j'espère, le quartier, la ville désirable. Donc voilà la première démarche, hein, donc utiliser ce temps de portage comme un temps de projet. La deuxième démarche c'est que on a décidé d'aller plus loin. Donc cette première démarche multifonctionnelle, rappelons-le, comme elle luttait aussi bien contre le réchauffement climatique que pour favoriser la biodiversité, a eu le prix du génie écologique par le ministère de la Transition écologique. Donc après, on a décidé d'aller plus loin. On s'est dit tiens, avec des partenaires comme New Zealand, la valorisation de terrains marginaux, est-ce que ces espaces peuvent être des espaces de production soit de biomasse. Donc on a testé la production de biomasse sur Roubaix. Voilà, GTI Sodifac, et on travaille aussi maintenant sur Houpline pour essayer de restaurer des terres avec des fonctions agricoles. On a imaginé aussi, cette fois-ci avec les planteurs volontaires, la création de forêts éphémères. Voilà, pour stocker du carbone, pour recréer de la valeur sur le territoire. Ici, on est à Roubaix, et vous avez vu que la forêt, elle a été installée sur une bordure en espérant que le futur aménageur saura la préserver sur tout ou partie. Mais le deal passé avec la MEL, c'est bien sûr le côté éphémère de la forêt. Il ne faut pas que ça gêne le projet futur. L'autre expérience, évidemment, c'est des logiques d'éco-pâturage qu'on utilise sur des espaces ouverts pour tout simplement aussi gérer et limiter nos coûts de gestion. Et je termine comme diapo tout simplement sur le bâti. Donc,
le foncier de l'EPF n'est pas que du foncier déconstruit, nous avons aussi du foncier bâti et du foncier de qualité. Ici, on est sur Roubaix. Et donc là aussi, des réflexions au sein de l'équipe se développent pour pouvoir réutiliser ces espaces. Et on a lancé une EMI pour pouvoir capter les meilleures initiatives pour que ce bâtiment ne se dégrade pas et que ce ne soit pas non plus un non-lieu dans Roubaix et que ce soit un lieu soit de préfiguration, soit un lieu de transitoire. Merci. Récemment, l'EPF s'est donné une véritable stratégie, une organisation adaptée et une équipe dédiée afin de développer les usages temporaires sur son patrimoine de façon plus systématique. Est-ce qu'on peut dire que l'EPF est en train de généraliser l'expérimentation sur ces sites et avec quels freins restent à lever à votre avis pour aller le plus loin possible dans cette démarche? Voilà, alors là, à la première question, oui, évidemment, l'EPF est dans une logique d'industrialisation, de taylorisation de la démarche. Les EPF, tous les 5 ans, révisent leur copie et écrivent ce qu'on appelle un PPI, un plan pluriannuel d'intervention. Et notre PPI actuel écrit clairement que les usages temporaires font partie du package qu'on offre aux collectivités quand on intervient à leur côté. Donc ça, c'est inscrit dans nos documents. Ma directrice générale a insisté, je l'ai dit, il faut que le temps de portage soit pas un temps mort, mais aussi un temps de projet. Surtout que je le disais, ces temps de portage s'allongent. Donc ce sont des opportunités et il ne faut pas non plus, je dirais, casser toutes les dynamiques sur le territoire en disant, bah voilà, on passe d'une friche construite à une friche non construite. Donc, c'est inscrit dans le PPI. L'autre démarche, c'est que les collègues du projet, de la programmation, quand ils vont rencontrer les collectivités, évidemment, ils n'ont pas de difficulté à convaincre la MEL sur ces usages transitoires. Mais quand on travaille sur d'autres territoires de l'ex-région Nord-Pas-de-Calais, c'est important de convaincre le maire ou le président d'Interco dès le début, dès le contrat, en disant, vous savez qu'on sera partenaire pendant quelques années sur ce foncier. Connaissez-vous ce que c'est qu'un usage transitoire ou un usage temporaire? Donc, on commence déjà à mettre la petite graine dès la contractualisation et on encourage, entre guillemets, le maire, les équipes techniques et tout ça, à dire soyez attentifs, soyez capables de capter des initiatives sur votre territoire pour faire atterrir ces trucs. Donc, voilà. Donc, c'est dès le début, à l'amont, dans la convention. Voilà. Donc, c'est important de préparer la collectivité et qu'elle soit même à la rigueur à l'initiative de la recherche avec ses parties prenantes, avec ses acteurs du territoire, des usages pour que le terrain soit valorisé le mieux possible. Donc voilà un petit peu la réponse entre guillemets de l'EPF qui a une équipe dédiée sur cette opération et qui a décrit le chaînage avec une équipe transversale pour que chacun puisse se positionner et donner les meilleures réponses, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau immobilier. Alors, l'autre question, c'est y a-t-il des freins? Et donc, le premier frein qu'on a identifié, évidemment, c'est un frein de responsabilité. Nous sommes propriétaires transitoires et sur ces espaces, ce sont des espaces qui sont potentiellement dangereux. Quand c'est de la friche bâtie, voilà, si elle est en situation de friche et qu'il y a eu un moment une situation de déshérence, il peut avoir voilà des murs ou des toitures qui ne sont pas aux normes. Ce sont des espaces dangereux et à un moment, il faut tirer au clair qui est responsable de quoi. Quand on ouvre un espace, il y a une responsabilité à un moment qui arrive. L'autre frein, c'est le problème de la réversibilité. Certains, vous en avez parlé au début, c'est-à-dire qu'il faut être sûr que le projet puisse partir et qu'on n'ait pas des lobbies qui se créent, des frustrations qui se créent parce qu'on a vendu du rêve, on a favorisé l'émergence de projets qui ne seront pas compatibles avec le projet futur. Et vous imaginez bien que la collectivité qui nous missionne, elle va regarder à 2 fois le projet qu'on va lui proposer en disant, est-ce que vous êtes sûr que mon projet urbain à terme va se faire? Si je fais un trop beau parc urbain, je peux vous assurer que les habitants vont préférer peut-être un parc urbain qu'un lotissement. Mais le prix du foncier n'est peut-être pas forcément compatible si on veut le remettre sur le marché. Donc ça, c'est une question très, très importante, la logique de la réversibilité. Et après, et donc j'ai vu dans le chat les notions, évidemment, entre le temporaire et le transitoire. Et donc, le transitoire on peut parler d'une notion de préfiguration. Et donc là, effectivement, les occupants ou les actions qui seront faites
pourront perdurer d'une manière ou d'une autre, sur toute ou partie du terrain. Et donc, on n'est pas dans la même dimension entre l'opération qui va disparaître et l'opération qui va préfigurer et qui va se maintenir. Et si jamais on est dans des logiques de préfiguration, là, le troisième frein dont je voulais parler, c'est il faut que nous, collectivement, on ait une idée du projet. Voilà. Donc, ça veut dire que en temps masqué, le territoire, avec ses aménageurs, ils aient un plan masse, si vous voulez faire une petite zone de jardin potager ou de jardin partagé, est-ce qu'on peut garantir qu'il va rester? Voilà, ça c'est tout le truc. Donc, avoir une idée du projet. Et s'il reste, est-ce qu'il reste au bon endroit? Et quand vous savez l'investissement d'un jardinier pour améliorer sa terre, améliorer son espace de production, et que vous dites, oui, il y aura toujours un jardin partagé, il y aura toujours, sauf qu'il n'est pas au même endroit, c'est une usine à déception, parce que vous lui demandez de déplacer le terrain sur lequel il s'est investi plusieurs années pour y développer des jardins potagers. Ou la même chose, vous voulez planter un arbre, il y a un investissement affectif sur cet arbre que vous allez planter. Si au bout du compte, au bout de 5 ans, il y a une maison qui arrive et que les paysagistes créent la même chose à 50 mètres à côté, à replanter des arbres, je vous dirais, c'est intéressant de savoir où seront les arbres à terme pour qu'on les plante au bon endroit dès le début et que l'investissement financier, écologique et affectif perdure. Une certaine efficacité dans cette anticipation. Alors, je vais relayer tout de suite des questions, parce qu'on a un peu le temps qui sont apparues justement par rapport aux différents projets, aux dispositifs présentés, notamment des questions qui concernent la pollution des sols, l'état des sols. La pollution des sols n'est-elle pas une limite importante à ces projets? Comment elle est intégrée? Ou même à l'inverse, les plantations sont-elles également orientées vers une dépollution des sols? Quel est le parti pris aussi? Quelle est l'orientation justement dans les projets présentés, les interventions présentées par rapport à la prise en compte de la pollution? Alors, donc, effectivement, on ne va pas développer de l'éco-pâturage sur des sols qui sont pollués. Voilà. On a sur d'autres secteurs, et notamment avec l'école d'ingénieurs ISA Junia, des projets de phytoremédiation et de phytostabilisation. Donc, le PS développe des projets dans ce sens-là de phytoremédiation. Après, dans nos prairies fleuries, les grands mélanges qu'on utilise, c'est des mélanges à base de fabacées. Donc, les fabacées, ce sont les ex-légumineuses, des mélanges de poacées et de fabacées. Et pour la dégradation des pollutions organiques, ce sont des plantes utilisées et qui ont prouvé leur capacité à dégrader les matières organiques. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des verdissements, voilà, en améliorant la situation des sols pollués. Voilà. Alors après, évidemment, sur le projet de Houpline, sur lequel on développe avec la MEL et avec la commune un projet d'agriculture urbaine, des sols, des caractérisations des sols sont en cours et on ne va pas développer des potagers sur les espaces pollués. Donc, il y a bien évidemment une prise en compte de la gestion du risque. Et là, on parle justement de projets temporaires, mais là, on est sur des temps très longs, en fait. Sur quelle temporalité on est en termes de phytoremédiation, de traitement des sols? On est sur quelle temporalité, en fait? Alors, donc, quand on est sur des logiques de traitement lourd, sur des processus écologiques, on est sur des temporalités de 7 à 15 ans. Voilà. Quand on fait des verdissements, mon premier objectif n'est pas de dépolluer les sols. Mais je sais que mes mélanges participent à l'amélioration des sols. Je ne suis pas dans une situation pénalisante, je suis dans une situation qui vise à améliorer la situation, même si jamais ce n'est pas le but premier. Voilà. Alors, et après, sur l'autre démarche, quand on va faire des potagers, si on est sur une logique de 5 ans, on n'a pas forcément des logiques de traitement de la pollution, mais on est bien sur une logique de la gestion du risque, c'est-à-dire que les potagers auront lieu sur des espaces non pollués et les productions de biomasse auront lieu sur des espaces peut-être un peu plus pollués. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on fait sur le site de Roubaix, à GTI Sodifac. On a des cultures de céréales et de fabacées, et il est prévu, et ça c'est fait, une caractérisation de la pollution des sols. Et il sera prévu avec New Zealand, donc l'école d'ingénieurs Junia, une caractérisation des productions végétales et vérifier qu'il n'y a pas eu un transfert d'une éventuelle pollution dans la production. Et si jamais il y a un transfert, avoir le bon process, soit ça partira à la décharge, soit ça partira dans un process contrôlé, voilà. Mais donc tout est, entre guillemets, suivi. D'accord. Donc, on est vraiment là dans l'expérimentation aussi pour essayer de trouver la bonne solution, la solution adéquate. Je vais continuer avec les questions, Guillaume, et je vais demander aussi à Vanessa. J'ai une question pour Vanessa, la Fabrique des quartiers.
notamment dans le cadre de la réanimation des vitrines des commerçants. Comment avez-vous réussi à fédérer et convaincre les multiples propriétaires de ces commerces vides? Oui, alors c'est assez simple dans le sens où nous sommes les propriétaires des commerces vides. D'accord. Ouais. Dans ce cas-là, mais on désespère pas de fédérer les propriétaires de cellules vides pour aussi participer au dispositif en plein centre. Aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à fédérer des propriétaires. J'imagine qu'il y a à la fois les contraintes juridiques, mais aussi la question de l'animation, de pouvoir aussi trouver le temps finalement d'aller expliquer la démarche en cours. C'est ça qui doit être aussi. C'est pas tant ça, c'est surtout le fait que là, il s'agit pour le centre-ville de Tourcoing de foncières qui sont souvent parisiennes, marseillaises, et qui sont gérées par des agences immobilières, et pour eux, c'est juste une gestion supplémentaire qui ne les intéresse pas, Oui. Malheureusement. Ils sont trop loin de leurs biens. Okay. J'ai une petite question supplémentaire à te poser. Il me semble que pour la mise en place des boutiques éphémères, vous avez dû être assez pragmatique aussi à certains moments. Je pense par exemple aux alliances que vous avez trouvées avec des riverains pour passer et lever les stores tous les jours. Est-ce que tu peux nous en parler un peu des petits problèmes comme ça que vous avez rencontrés et que vous avez su résoudre? Oui, bien sûr. Donc, quand on a été d'accord avec la ville de Tourcoing pour développer ce dispositif en plein centre au sein de la concession, on s'est heurté à des problèmes très terrain, du genre en fait qui va ouvrir les volets roulants pour ces vitrines animées tous les matins et va les refermer tous les soirs. Parce que c'est vrai que dans la gestion transitoire, comme elle n'avait pas été réellement pris en compte dans cette dimension-là dans le bilan, en fait, on est parti de la ligne sécurisation. Donc en fait, on s'est dit que c'était aussi une manière de sécuriser quelque part, d'animer la vitrine, on sécurisait le bâtiment aussi. Mais voilà, des choses très pragmatiques comme l'ouverture des volets roulants. Mais d'un autre côté, ça nous a servi parce qu'on a pu développer notre idée en alliant avec nous l'Union des commerçants du centre, qui eux sont ravis que les vitrines s'ouvrent et qui du coup ont été super motivés à venir les ouvrir, donc au travers d'une petite convention qui les déresponsabilise en fait, qui leur permet d'ouvrir, mais qui, si jamais il y a quand même un problème parce qu'un soir ils ont oublié de fermer, ils soient pas tenus pour responsables. Et non, voilà, là-dessus, pardon. Non, voilà, ça a été très fédérateur finalement. Ce qu'on voyait au début comme une contrainte et quelque chose qui allait être un frein, finalement est devenu quelque chose de moteur et de très positif pour notre action dans le centre-ville. Ouais. Merci. On a des questions aussi techniques et à mon avis qui concernent les trois acteurs autour de la table sur la question des bâtiments amiantés. Voilà, comment avez-vous été confronté à des friches intéressantes mais qui comportaient des bâtiments amiantés et donc qui nécessitaient de désamianter? Est-ce que justement vous avez été confronté à cette situation et les désamiantages, est-ce que ça a freiné des projets? Est-ce que ces éléments-là peuvent freiner aussi un projet? Oui, alors moi j'ai pas été confronté directement à cette problématique-là, mais oui, après c'est des choses assez techniques. Si l'amiante est friable, on va dire. J'avoue que c'est trop technique là. J'imagine que Monsieur Lemoine, doit être avec ce genre de problématique. De notre côté, on est régulièrement confronté à des bâtiments amiantés ou qui ont été explosés et dont l'amiante est répartie. Et je dirais naïvement, ça fait partie du cœur du métier de l'EPF, la déconstruction des bâtiments dans le règle de l'art et le traitement des pollutions. Donc, tous ces espaces, c'est pris en compte, c'est fait, les morceaux d'amiante sont ramassés, sont traités par des entreprises spécialisées dans des protocoles particuliers suivis par les services de l'État. Voilà, donc c'est comme la présence de pollution forte qui est également traitée par l'EPF quand on a des sources de concentrée pollution, quand il y a un transformateur qui a été abîmé, quand il y a
une cuve à carburant qui a été percée, tout ça a été traité. Si la question revenait un petit peu par rapport à des logiques de phytoremédiation, la phytoremédiation n'est pas utilisée partout. Il y a 1000 techniques qui sont faites et l'EPF utilise toutes les techniques qu'il a dans sa à disposition pour pouvoir traiter chaque problème correctement. Souvent, c'est l'histoire de temporalité, c'est-à-dire que quand l'aménageur est pressé, quand la collectivité nous dit qu'un aménageur est pressé, eh ben, on aura tendance à utiliser des techniques plus mécaniques ou des techniques d'excavation ou de confinement. Quand on aura plus de temps pour nous, on peut tester d'autres techniques. Après, c'est pas lié à l'amiante, mais c'est vrai que cette question me fait penser au fait qu'en fait, tous les lieux ne peuvent pas recevoir de l'usage transitoire aussi. Il faut quand même qu'il y ait une certaine adéquation entre l'état du bâtiment et l'usage qu'on veut y mettre. Et aussi, ça reste aussi un usage transitoire, pas forcément éphémère, hein, mais quand même un usage transitoire. Et il faut quand même qu'il y ait une certaine économie dans le projet. On ne peut pas non plus investir trop d'argent, plus d'argent que de raison, j'ai envie de dire. Ça reste toujours intéressant plutôt que de ne rien faire, mais c'est vrai que tous les lieux ne se prêtent pas à de la gestion transitoire. Merci. Une dernière question, mais là qui relève d'un sujet qui a été abordé un peu en filigrane, c'est la question de la démarche citoyenne et de voir de quelle manière en fait les citoyens se sont appropriés les projets. Alors on l'a vu sur les boutiques éphémères, les commerçants, mais de quelle manière vous, au travers de vos différents projets, vous avez pu associer les citoyens, les habitants proches des lieux temporaires, ou de quelle manière vous l'avez ouvert à d'autres initiatives citoyennes? Par exemple, pour le Jardin du Bonheur à Roubaix, c'est vrai que là, ça a été une coproduction avec les habitants pour arriver à ce jardin partagé qui existe aujourd'hui. Et donc, ça a été vraiment une action menée au sein du quartier et pour créer une dynamique et essayer de fédérer les habitants autour du projet, qu'ils adhèrent à la démarche et puis qui comprennent le temps long, voilà, et qui participent pleinement au projet, pour minimiser les contraintes, on va dire. Pour qu'ils voient vraiment le positif du projet plus que les contraintes qu'ils vont réellement subir pendant quelques années quand même. De l'autre côté, on a deux approches complètement opposées. La première, c'est, je vais être brutal, pas de logique citoyenne si jamais c'est pas validé par la collectivité. L'EPF va pas aller chercher des parties prenantes qui vont développer ou vouloir développer un projet si jamais la commune ou l'interco n'est pas d'accord. Je l'avais dit, notre risque, le côté anxiogène, c'est de créer de la frustration. Voilà, donc ça, c'est une première réponse. Et je vous ai dit, à l'opposé, si la commune nous dit ou l'interco nous dit allez-y, nous on veut avoir plein de projets, des choses comme ça, et je pense là à Houpline, et ben là on a ratissé large, voilà, et que ce soit par mail, que ce soit par des réseaux, par les parties prenantes de la commune, ou dans la salle des fêtes, en pleine période de Covid, on était dans une grande salle de classe à 10 mètres les uns des autres, et avec toutes les parties prenantes, en disant comment on va faire atterrir un projet. Et que ce soit, il y avait les Saint-Prophètes, il y avait la FJ, il y avait les alchimistes, il y avait plein d'acteurs. Donc on peut faire les deux, mais je vous dis, l'idée c'est de ne pas pénaliser le projet, voilà, le projet final. Et donc on est toujours dépendant d'une validation de la collectivité dans cette logique. Je vous dis, on ne peut pas créer de la frustration à terme parce que la frustration, ce seront les élus locaux qui devront la gérer avec les habitants. Après, je pense que sur un autre domaine, je pense que c'est l'agence Eau Architecture aujourd'hui on l'a vu sur les réseaux, qui ouvre aussi ses locaux, c'est ça, aux étudiants. Je pense aussi à des initiatives qui peuvent émerger en cours de route et qui peuvent aussi permettre à différents types de citoyens ou d'habitants de pouvoir aussi profiter des lieux. Je vous laisse peut-être, Victor, faire un mot de comment est venue l'idée justement de… Oui, je complète peut-être la question. Il me semble dans le projet Hirondelle, vous étiez vraiment dans une démarche de la programmation très évolutive.
Au départ, il y avait l'idée d'un bar et puis s'ajouter à une food court. Et puis, petit à petit, plein d'événements culturels se sont montés. Donc, vous avez embarqué avec vous aussi plein d'autres initiatives de différentes sortes. Et je pense que ça, c'est aussi c'est très intéressant. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on a, alors, peut-être à l'inverse, nous, on est une initiative privée. Donc, on a aussi une très, très grande liberté dans ce qu'on fait, finalement. Tout a été monté, on a tout monté à 3 et sans banque, sans investisseurs, sans rien du tout. Donc, finalement, ça a pu aller très, 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 très vite. On a fait tout de nos mains pour l'Hirondelle. Et effectivement, on a démarré par faire de la bière, on s'est dit on va la vendre, et finalement on a eu un lieu qui a été très grand, qui a eu des très très grandes possibilités. Donc on a amené des copains restaurateurs, on a fait des food courts, puis on a créé des marchés, des friperies, des bourses au vinyle, etc., etc. Et c'est cette grande agilité effectivement et cette temporalité courte, c'est ce que je disais tout à l'heure, du temps de l'expérimentation très forte. Et voilà, les idées viennent, on teste, ça marche pas, c'est pas grave. Les échecs sont possibles, dû aussi au faible investissement et aux faibles charges qui nous incombent par rapport à la structure. Donc finalement, ça permet une grande agilité. Et idem ici, bon, ça, à l'agence, effectivement, on a décidé d'ouvrir nos locaux puisqu'on bénéficie aussi de locaux extrêmement grands par rapport à l'agence. On est dans des locaux qui font plus de 500 mètres carrés pour 15 personnes. Donc finalement, vu le contexte actuel, on s'est aussi dit effectivement qu'on pouvait accueillir des gens, faire vivre aussi l'agence, avoir des nouveaux collègues tous les jours. Et du coup, on a ouvert l'agence effectivement aux étudiants pour leur permettre aussi de s'évader un petit peu de chez eux et de bénéficier d'une ambiance de travail différente de celle qui malheureusement ils subissent depuis un petit moment maintenant. Ce qui révèle vraiment l'adaptabilité aussi de ce type de projet, en fait. Voilà, c'est content. Et je reviens un petit peu aussi très rapidement sur l'histoire des travaux et de l'amiante. Alors nous, on n'était pas amiantés du côté de là où on accueillait le public pour l'Hirondelle. Néanmoins, on avait aussi des problématiques. On avait des sheds qu'il a fallu protéger. Donc, on a tendu des filets. Enfin, voilà, il y a énormément de manières entre guillemets, de déroger. Si on avait voulu mettre l'Hirondelle, par Jean-Baptiste Lebas au nord, on n'aurait pas pu. Ça aurait eu un coût de travaux absolument monstrueux. Donc, il a fallu, entre guillemets, déroger et trouver des alternatives pour pouvoir rendre l'espace ouvrable au public. Et ça a été possible, notamment, oui, avec la pose de filets. On n'a pas échappé au désenfumage, mais voilà, c'est un faible coût. C'est ce qui a été dit aussi tout à l'heure, tout est dans la maîtrise du coût, effectivement, pour éviter de trop investir, puisqu'on était là que pour 18 mois. Quoi. Donc là, il y a une équation à trouver, mais qui est généralement trouvable. Okay. Je vous remercie. Alors, il y a plein de questions qui arrivent là dernièrement, et malheureusement, on ne va pas avoir le temps de les prendre. Alors, on voit que ça suscite aussi beaucoup de questions sur des exemples d'occupation transitoire de type artisanat et industriel en amont d'un parc d'activité, des friches au cœur d'un village, effectivement, qui chercherait effectivement à développer des occupations temporaires. Donc, on verra nous de quelle manière on peut répondre à ces différentes questions en dehors du temps qui nous est imparti. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, vos différentes interventions. Malheureusement, voilà, vous avez pu être présent. Là, il y a 9 autres participants à cet ouvrage qui n'ont pas pu aujourd'hui répondre. On essaiera de trouver peut-être un autre moment pour pouvoir dialoguer avec eux. Encore merci pour vos retours. Bien entendu, l'agence va continuer à investir et à approfondir le sujet de l'urbanisme transitoire, notamment en abordant d'autres questions sur la question de l'organisation justement des collectivités, des métropoles pour pouvoir à la fois accompagner les projets, mais aussi utiliser l'urbanisme transitoire comme un levier un cadre d'intervention aussi dans le cadre des stratégies territoriales. Pardon. On suivra également le projet de l'AMEL. On a vu tout à l'heure la présentation de Claire Aubray, donc on continuera à suivre le fil de l'actualité. Et puis, en continuité de ce qui a été présenté, de ce qui a été produit, l'agence va mettre en place une cartographie collaborative qui sera prochainement mise en ligne et dont le lien sera diffusé sur les réseaux sociaux et via notre site internet pour continuer à comprendre effectivement l'émergence de ces nouveaux projets, avoir une visibilité
à comprendre de quelle manière ils prennent place sur notre territoire. Et nous vous invitons aussi, en attendant, à lire les différents travaux réalisés par l'agence que vous voyez là apparaître à l'écran, parce qu'il y a la publication dont on a fait la présentation ce matin, qui entre au centre, mais également 2 autres publications qui sont liées. Donc, un petit livret urbanisme transitoire dans la collection Design et Urbanisme, qui est plutôt un élément de définition de l'urbanisme transitoire, et puis une approche renouvelée des lieux vacants dans la métropole lilloise, un diagnostic des espaces vacants dans la métropole où l'urbanisme transitoire a été identifié effectivement comme levier de transformation du territoire. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre de l'agence sur une autre thématique. Et en attendant, on vous souhaite une bonne journée et puis portez-vous bien. Merci, bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.